que quand vous jetez les ordures ménagères qui ramassent, c'est l'État qui ramasse. Vous ne vous tenez pas, c'est la mairie, n'est-ce pas? Quand vous dites il y a les ordures, il y a ceci, quand il y a les trous sur la chaussée, on inverse le gouvernement. Quand il y a une crise, on inverse le gouvernement. Quand il y a le Covid qui arrive, tout le monde pleure. Est-ce que vous avez organisé une émission pour saluer les efforts de ce gouvernement pendant le Covid? Comment les gens, les Camerounais, qui étaient bloqués à l'extérieur, les efforts que le gouvernement a fait pour rapatrier les Camerounais qui pleuraient. On a vu Niangono par exemple. Je note que vous parlez davantage des efforts. Parce qu'il vous ne dites pas ce que le gouvernement fait. Mais ce sont ces efforts-là. Vous notez qu'il n'y a que des efforts. Mais c'est des efforts. Le gouvernement doit faire des efforts. Parce qu'avec les moyens qu'on a, même le bon Dieu pleure en regardant les faibles moyens que le gouvernement a. On est étonné, moi, de savoir qu'avec si peu de moyens, on fait beaucoup. Vous êtes avocat. Je suis avocat. Il y a beaucoup de moyens, mais que les moyens prennent des directions qui sont passées l'attendu. Malheureusement, il y a des brebis galeuses. Beaucoup. Il y a des brebis galeuses. Vous pouvez dire beaucoup. Je ne sais pas sur quel... je ne peux pas nier. Le taux de remplissage en prison. Je ne peux pas nier, n'est-ce pas? Alors, le taux de remplissage en prison indique qu'il y a des brebis galeuses. Mais indique, et je veux parler encore des efforts du gouvernement pour éradiquer ce fléau. Ce qu'on ne salue pas. Parce qu'on fait comme si c'est le gouvernement qui autorise ça. Quand le gouvernement est formé et que le président nomme quelqu'un, est-ce qu'il sait que celui-là, c'est un kleptomane? Est-ce qu'il sait que celui-là va... C'est-à-dire que l'occasion faisant le larron, il va devenir, n'est-ce pas, un bandit. Mais je dis que dans toutes les maisons, même dans nos familles, quand vous avez plusieurs enfants, il y en a toujours un qui va voler la viande dans la marmite. Que celui qui n'a pas volé la viande dans la marmite lève la main. Donc, ce n'est pas parce qu'il a volé la... la question est celle-là. C'est pas parce que vous rappelez qu'il y a très peu de moyens, mais on sait quand même que... Non, il y a ceux qui distraient les moyens aussi. Mais je veux dire, c'est comme le pauvre qui a peu d'argent et que l'enfant lui vole aussi sa pension. On a vu des enfants qui ont volé leur propre pension dans la poche de leur père. N'est-ce pas? Ça arrive. Il y a des pères qui laissent faire. Il y a des pères qui ferment les yeux. Alors, je peux vous rassurer. Est-ce que l'État ne ferme pas les yeux? Par exemple, si l'État fermait les yeux, Jean Jersey, oui, monsieur. Est-ce qu'il serait en prison? Est-ce qu'on aurait tout un gouvernement en prison? Quel est le pays? On aurait au moins appliqué l'article 66. Cher frère, quel est le pays qui a autant de dignitaires en prison? Il faut s'en réjouir. Il faut saluer celui qui les arrête pour mettre en prison. Il faut saluer celui-là qui a la volonté d'éradiquer un fléau. Parce que c'est un fléau. C'est une gourmandise de certaines personnes qui manquent de morale. Ce n'est pas tout le monde, il ne faut pas en profiter. Et si vous avez il ne faut pas salir plusieurs de vos enfants qui sont des voleurs, est-ce que vous n'avez pas échoué dans l'encadrement? Non, combien sont-ils? Quand vous dites plusieurs, là, combien? Tout un gouvernement, par exemple. Non, mais ce n'est pas un seul jour. On n'a pas pris un gouvernement, on a mis en prison. On a pris une personne, deux personnes, trois personnes, et ça fait plusieurs. D'accord? Mais ce n'est pas qu'un jour, on a arrêté 10 personnes, on a mis en prison. On peut le faire aussi, hein? Jean Jersey, j'aimerais bien que nous saluions, nous parlions des choses positives. Oui. Et que nous ne focalisions pas l'attention de nos chers téléspectateurs sur ce qui est mauvais. Et que nous avons conscience que c'est mauvais. Et ce qui fait l'objet d'une lutte acharnée du gouvernement. Alors pour traiter ce qui est mauvais... dans tous les pays du monde, ça arrive. Pour traiter ce qui est mauvais... Vous savez, ce qui venait d'arriver en Europe, à l'Union européenne, n'est-ce pas? Il y a cette dame qui soupçonnée de corruption aussi, a été arrêtée et mise en prison. Je veux dire que dans le monde entier, ça arrive. Alors, mais ce sont les efforts du gouvernement qui doivent être salués. Très bien. Si le gouvernement dort et ne fait rien, à ce moment, on peut dire qu'il est laxiste. Alors, il y a un débat actuellement sur une possible loi anticorruption. Dans notre pays, il y a des démarches qui sont menées par les parlementaires et les organisations de la société civile. Elle pourrait changer quelque chose? Pourquoi pas?
Mais je dis que ça participe, tout cela participe, n'est-ce pas, de la lutte contre les fléaux, les différents fléaux. Il ne faut pas concentrer l'opinion simplement sur ce qui est mauvais. Il faut concentrer aussi l'opinion sur ce qu'on fait de bien. Et ça, c'est important. Parce que si vous considérez que moi, parce que je suis arrivé là-bas, puisqu'on m'a dit que j'ai changé de veste, je deviens subitement un voleur. Est-ce que je deviens subitement un voleur parce que un prédécesseur a volé aussi? Franchement, il ne faut pas salir tout le monde. Il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il faut préserver ce qui est important. Et ça, c'est ce que j'aimerais bien partager avec le peuple. Que des efforts sont faits, que le gouvernement se bat pour sauver ses biens. On ne va pas prendre des populations ailleurs pour gouverner. On gouverne avec ce qu'on a. Quand vous arrivez au pouvoir, quand vous arrivez aux affaires, vous gouvernez avec les Camerounais que vous trouvez. Vous n'avez pas emprunté les gens ailleurs. Or, chacun a son éducation. Il y a ceux qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Même ceux qui critiquent là. Je ne suis pas certain que si tu les mets là. Vous savez-vous, M. Jean Jarzé, c'est un effort personnel de garder la tête hors de l'eau. C'est un effort personnel et quotidien de rester honnête. Vous savez, ce n'est pas évident, comme vous le pensez. C'est un effort personnel de n'être pas tenté. Il y a beaucoup de tentations. De n'être pas tenté. Parce que celui-là qui a volé, peut-être que c'est l'occasion qui a fait le larron. Et l'effort personnel relève de ton éducation propre, de ta propre morale. Alors, je vous pose la question de ceux qui disaient qu'on est corrompu, etc. là. Supposons que tu trouves une mallette d'argent. C'est eux qui disent. Oui, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Puisque les preuves sont là qu'il y a eu des détourneurs. D'accord. Supposons que tu trouves une mallette d'argent. Les deux voleurs ont volé et puis ils se bagarrent, ils s'entretuent, il y a une mallette d'argent. Est-ce que tu vas prendre pour retourner au... Personne t'a vu. Est-ce que tu vas prendre pour retourner au propriétaire ou tu vas prendre pour disparaître? Vous faites donc vous verrez, moi, je retournerai à la banque, au propriétaire. Parce que ma morale ne me permet pas, n'est-ce pas, de prendre ce qui ne m'appartient pas. Mais combien sommes-nous qui ne vont pas prendre, regarder à gauche, regarder à droite et disparaître? Et dire que c'est un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Vous avez écouté le chef de l'État sur ce chapitre-là, dire que ceux qui se sont, pour ne pas le citer mot à mot, ils vont rendre compte. Il a parlé également d'enrichissement illicite, il est un peu plus loin. Est-ce que vous lui demanderiez d'accélérer ces procédures-là, qu'on puisse rapidement amener ceux qui se seraient amusés à la fortune publique à rendre compte? Mais qui suis-je pour demander au président d'accélérer? Vous êtes son collaborateur. Mais moi, je suis là pour exécuter des instructions. Là où le président m'a mis, c'est que si je trouve un prévaricateur de la fortune publique, je n'ai pas besoin de demander au président, je l'arrête, je mets en prison, point final. Il vous a suivi parce qu'il sait que vous vous exprimez, vous avez dénoncé pendant longtemps. Maintenant, vous êtes un peu proche de lui. Je vous arrête, je n'ai pas besoin de lui demander puisqu'il a déjà confié. Ok? Quand il a déjà confié, dès que je trouve un voleur, je te prends. Mais le fait c'est que voilà, vous touchez là un domaine quand même qui m'intéresse. Oui. Dès que j'arrête quelqu'un, le lendemain, on dit libérer, libérer. Moi, quelquefois, je me demande, mais le peuple là, il veut quoi finalement? Dès que quelqu'un commet une infraction, tu le touches, tu le mets seulement en détention, on dit libérer, on libère. Mais j'ai envie de demander, quand vous demandez de libérer quelqu'un qui a commis une infraction, est-ce que vous pensez à la victime? Est-ce que vous pensez qu'il y a une victime qui a souffert de cette infraction? On ne pense jamais à... Ceux qui disent libérer, disent que soit c'est des interpellations politiques, soit ne font pas confiance du tout à la justice. Bon, vous voyez, il y a aussi cette image de la justice qui est écornée par notre peuple, par certains leaders de notre peuple. Écorner la justice, c'est vraiment un manque de patriotisme. Est-ce qu'ils inventent? Ils ont quand même des faits qui montrent que la justice... Non, on exagère, M. Jean Jarzé. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a d'abord les gens qui confondent. Voyez-vous, on pense qu'on rend les décisions de justice au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a d'autres chats à fouetter. Il ne rend pas les décisions. C'est à la Cour suprême qu'il faut vous adresser. Ce n'est pas au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est l'administration de la justice. Le ministre veut savoir est-ce que les magistrats sont
logés? Est-ce qu'ils sont dans des bureaux? Est-ce qu'il y a une salle d'audience? Il veut savoir comment je vais construire, il se tue à savoir comment je vais construire tel palais de justice, comment je vais construire telle prison, puisque vous dites que les prisons sont surchargées. Il faut construire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le ministère de la Justice est le parent pauvre de la cité et du gouvernement. En quels termes? Parce que vous ne pouvez pas, quand vous faites campagne par exemple, les gens disent, nous voulons une école, nous voulons un dispensaire, un hôpital. Si vous ne pouvez pas dire... Ne leur demandez pas de dire qu'ils veulent un palais de justice ou une prison. Une prison. Oh, un palais de justice va avec la prison. Si vous dites que je veux un palais de justice, on voit tout de suite la prison. Vous ne souhaitez pas que le peuple demande quand même qu'on construise des palais de justice partout et les prisons? Si vous voulez qu'on construise un tribunal dans les arrondissements, il faut bien savoir que le tribunal va avec la prison. Maintenant, il y a il y a des gens qui disent que bon, des droits de l'homme, etc., oh, les prisons sont surchargées, mais ils ne veulent pas qu'on construise une prison dans leur village, dans leur quartier. Moi, je ne vais pas évoquer ce qui se passe, vous connaissez bien ce qui se passe ici, là où on a voulu construire une prison et la population est sortie avec les machettes, parce qu'on dit que vous amenez les criminels ici. Or, il faudrait peut-être qu'on réussisse à changer le nom de prison pour parler des centres de rééducation et de réinsertion sociale, pour qu'on puisse avoir des financements. Parce que si vous dites que vous voulez une prison, aucun partenaire ne va vous donner. Alors pour boucler ce chapitre sur les 4 ans au gouvernement, est-ce que vous vous souvenez quand même de ce que vous aviez le mot dur à l'endroit du gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que le chef de l'État a du tact, il a le choix subtil, et s'il choisissait vous aujourd'hui, 2 ou 3 autres opposants demain, ce serait fini. Tout le monde viendrait parler comme vous. Non, vous avez oublié vos chansons, tout ce que... Je pense que c'est un sage. Parce que moi-même, j'ai été le premier surpris que... Qu'est-ce qu'il a vu sur moi? Mais je pense qu'il a raison. Vous ne pouviez pas refuser? Ah, j'étais content. Pourquoi je vais refuser? J'étais content de servir. Mais ce que je voulais dire, c'est que les missions qu'il me confie, je les mène à bien. Et finalement, je me suis dit, ah, il a bien fait de me mettre là. Parce que ça cadre avec ma formation, ça cadre avec ce que je suis. Je suis un avocat, donc je plaide. Je vais débattre, je vais pour gagner. Donc pour vous, c'est fini. Vous avez atteint votre gare politique. Vous avez atteint le sommet. Oui, je pense. Vous ne pensez plus être chef d'État? Non, je pense... Non, ça, j'ai renoncé. J'ai renoncé à un avocat renoncerait à être chef d'État? C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. C'est des gens qui ne dorment pas. Un chef d'État, il tient les œufs. Il tient les œufs. Il ne faut pas que ça tombe, il ne faut pas que ça se casse, il ne faut pas que le pays se renverse. Moi, je vous ai dit que pour être à côté de lui, j'ai sacrifié mes vacances. Dans 2011, là, vous étiez candidat sans savoir que c'est compliqué d'être chef d'État. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Vraiment, non, merci. Gardez ça pour vous. Vraiment, je suis bien pour vous servir, là, à mon niveau, là. Mais vraiment, à ce stade-là, je peux vous assurer que c'est une responsabilité. Mais vous aurez des problèmes avec le PADEC. Le PADEC, les membres du PADEC, c'est lui. Moi, je ne suis pas le PADEC. Le PADEC, c'est un véhicule de transport public. C'est une agence politique. Pour aller vers votre gare. Oui, chacun prend. Il y a ceux qui veulent être conseillers municipaux, ceux qui veulent être maire, celui qui veut être président. Ah, on l'investit, non. Est-ce que c'est moi? C'est lui. Moi, je ne suis pas là. Moi, j'ai ma gare ici, je suis tranquille. Je suis tranquille. Et vous êtes arrivé? Je suis arrivé à ma gare. Maintenant, si quelqu'un veut aller... Parce que, voyez-vous, il faut savoir poser son sort là où on peut le décrocher. Un parti politique, ça transporte les ambitions personnelles de chacun des militants. Chaque militant vient parce qu'il sait que ce qu'il va gagner en termes de récompense politique. Un poste politique, une position politique, une influence politique. D'autres, c'est parce qu'ils veulent gagner les marchés.
Il veut soumettre les marchés. Enfin, c'est des positions de privilège. On va insister sur cet aspect de guerre politique tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission. Vous accepterez qu'on s'arrête un moment. Romaric va nous dire quelques lignes importantes de votre trajectoire. Il a des fiches rouges et des fiches vertes. On vous donnera peut-être le choix, mais on verra si on pourra aller au rouge et au vert. Et puis vous aurez quelques questions également des internautes que Adrienne va relayer tout à l'heure. On prend d'abord le coup de pinceau. D'accord. Voilà, le coup de pinceau, Romaric est en place. Bonsoir. Bon, commençons par les fiches vertes. Les fiches vertes, qu'est-ce qu'on retient? En tout cas, pour ce qui est du contenu des fiches vertes ce soir, Jean-Jacques, il dévoile que Jean de Dieu Momo est né le 24 janvier 1960 en Pays-Bassa. Il est polygame, marié à 2 femmes, dont une tanzanienne. Jean de Dieu Momo est donc père de 10 enfants. Du haut de son 1m90 et ses 110 kg, bientôt 63 ans. Il se fait aussi appeler Fodza Kotompu, en raison d'ailleurs de son titre honorifique dans son village Bafou, à l'ouest du Cameroun. Après ses études primaires et secondaires, il est sanctionné par un baccalauréat. Il s'inscrit à l'université de Yaoundé, où d'ailleurs il étudie le droit. Après ses études de droit, il intègre le barreau camerounais en 1992. En juin de la même année, il crée le cabinet d'avocats Momo. Et puis en 2006, il travaille en tant qu'avocat au tribunal pénal international pour les Nations Unies au Rwanda. 17 ans après le début de sa carrière, sa notoriété prend une dimension nationale et même importante lorsqu'il se saisit avec détermination du cas des 9 disparus de Bipanda à Douala, capitale économique du Cameroun. Dans cette affaire considérée comme son tremplin pour la vie politique, Jean de Dieu Momo s'est révélé être un activiste et virulent dénonciateur de la violation des droits de l'homme. Par la suite, il se présente officiellement comme candidat à l'élection présidentielle 2011 sous la bannière du parti politique qu'il fonde, les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, en abrégé PADEC. Il sort 8e avec un score de 23 791 voix, soit 0,4918%. Momo Jean de Dieu devient donc un critique de premier plan du régime Biya jusqu'à l'élection présidentielle de 2018, où il prend un virage inattendu, alors qu'on attendait de voir une nouvelle fois sa candidature pour la présidentielle 2018. Il choisit de soutenir le président Paul Biya. Son engagement derrière donc la candidature du leader du parti RDPC l'a d'ailleurs permis de remporter le prix, en tout cas lors de sa nomination en juin dernier. Cette position a donc suscité des railleries sur les réseaux sociaux. C'est donc fort de cet engagement contre vent et marée qu'il a été propulsé par décret présidentiel du 4 janvier 2019. Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, Jean de Dieu Momo est non seulement auteur du livre « Au marché noir de nos libertés », mais aussi il est titulaire d'un doctorat PhD, obtenu donc en date du 7 décembre 2021, après avoir brillamment présenté sa thèse de 485 pages devant un juge, j'ai envie de dire un jury, chapeauté par le professeur Magloire Ondoa. Voilà en tout cas pour ce qui est du contenu du carnet vert de notre invité de ce soir. Tout jeune docteur, depuis décembre seulement. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher à l'université? On dit que vous êtes sur les traces de Maurice Kamto. Vous voulez absolument présenter également un pedigree semblable. Je vous explique. Oui. En 2010, quand je rentre, quand je crée le PADEC, pour être candidat à la présidentielle. Moi, j'estime que je suis avocat. Je suis un pénaliste, donc un privatiste du droit. J'estime que pour aller faire politique, il vaut mieux avoir quand même quelques rudiments de sciences politiques. C'est comme ça que je m'inscris donc en 2010 à l'université de Douala pour faire sciences politiques. Et je me présente à l'élection présidentielle
de 2011, avec en arrière-plan le fait que c'est un étudiant de Sciences Po qui se présente. C'est-à-dire que je suis avec les autres étudiants, moi je vais à l'école comme tout le monde. Ça amuse d'ailleurs beaucoup les enseignants de me voir parce que je suis déjà un grand avocat. Je viens, je gare ma voiture, je me porte mes jeans, mes tricots et je m'installe comme n'importe quel étudiant. Donc c'est comme ça. Je voulais apprendre la théorie politique avant de faire politique. Et je pense que c'est chemin faisant, c'est en apprenant que j'ai commencé à relativiser mes positions antérieures, y compris tout, comment dirais-je, y compris la politique même que menait le chef de l'État. Parce que j'étudiais la théorie, je voyais tout cela, j'appliquais sur le réel. J'étais un théoricien, un apprenti théoricien, mais également un acteur. Et je pouvais donc, moi j'étais major, hein, faites attention, en master et en master 1, master 2. D'ailleurs, je bénéficiais aussi de la prime que le chef de l'État a donnée là. La prime d'excellence académique. Ou de la prime d'excellence académique. J'ai pas pris. J'ai pas pris, mais c'est encore resté là-bas. Vous avez encore le matricule. Oui, non, je ne veux pas prendre. Parce que j'estimais que j'avais quand même les moyens. Parce que, on ne donne pas en fonction de personne, on donne au candidat. On donne à l'étudiant. Donc voilà pourquoi. C'est pas que... Bon, on peut laisser les gens qui veulent affabuler, n'est-ce pas les gens sont libres de dire ce qu'ils ont envie. Ça ne vous dérangerait pas d'être professeur Momo? Disons que ce n'est pas important. Je ne suis pas venu chercher un diplôme. Je suis venu chercher le savoir. C'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'on m'appelle docteur Momo. J'étais venu chercher le savoir. Mais c'est vrai aussi que c'est un pic que j'avais fixé depuis longtemps. Je voulais avoir mon doctorat il y a longtemps. J'estimais que je n'ai pas terminé ma formation tant que je n'avais pas le doctorat. C'est d'ailleurs ce qui m'avait freiné en 2004, lorsque les gens voulaient que je sois candidat à la présidentielle de 2004. Vous venez gonfler le rang titulaire de doctorat. Au Cameroun, on commence à banaliser cela parce qu'on voit tous ces docteurs sur les plateaux et autres, on a l'impression que c'est juste les docteurs. C'est malheureusement ça. Mais moi, comme je vous dis, je ne suis pas atteint de diplômite. Donc je ne veux pas, vraiment, je cherche le savoir. J'ai trouvé le savoir politique, de la science politique, qui m'a conduit où je suis. Très bien. Couplé à mon savoir, n'est-ce pas, de pénaliste et de juriste privatiste. Et ça, vous êtes gentleman, on va écouter la voix d'une dame. Adrienne est là, elle est en contact avec les internautes. Elle va nous dire ce que les internautes pensent et quelles sont les premières questions qu'on peut déjà voir. Adrienne, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vous, monsieur le ministre. Vous avez de nombreux téléspectateurs et internautes ce soir qui nous suivent en ce moment. Et justement, ces téléspectateurs ont tenu à vous poser des questions. Nous allons commencer la première vague de questions par celle de Mohamed Ali de Bertois, qui écrit, je le cite, « J'aimerais savoir, monsieur le ministre, s'il arrive que vous sortez du gouvernement lors du prochain remaniement ministériel, allez-vous continuer à soutenir le président Paul Biya ?» Un autre internaute vous demande où se trouve l'augmentation des salaires que vous avez promis pendant votre campagne. Bernard Youbissi écrit depuis Banjul et vous demande ce que vous avez déjà fait en tant que ministre délégué pour servir le Camerounais lambda depuis que vous êtes membre du gouvernement. Je prends cette réaction entièrement pour terminer la première vague de questions. Excellence, monsieur le ministre, je suis infirmière. Vous avez parlé des efforts du gouvernement pendant la période Covid. Pouvez-vous me dire de quoi a bénéficié les infirmiers durant cette période? Certains de vos collègues ont été touchés par la maladie, mais nous n'avons rien vu qu'a fait ce gouvernement pour encourager le personnel de santé. C'est Alida qui nous écrit depuis la ville de Douala. Monsieur le ministre. Je voudrais commencer par cette dernière question que je trouve vraiment... je remercie cette dame infirmière pour tous les efforts qu'elle a fournis en tant qu'infirmière pour soigner notre peuple. Et je remercie le corps soignant, le corps médical pour tous ces efforts pendant cette période. Mais dire que le gouvernement n'a rien fait, c'est trop réductif, c'est trop réducteur. Je crois que tout le monde sait ce que le gouvernement a fait pour alléger les tâches des soignants, des médecins. Ils étaient au four et au moulin et accompagnaient
par le gouvernement chaque fois. Le ministre de la Santé a parlé n'est-ce pas, de ce qu'il faisait. Il faisait des tours pour voir. Donc, je ne sais pas si elle n'a pas bénéficié personnellement, mais je sais que de nombreux témoignages seront contraires à ce qu'elle dit. Le corps médical a été valorisé et nous sommes reconnaissants de tout le travail abattu par le corps médical. Franchement, grâce à eux, nous avons pu éviter que cette pandémie fasse plus de mal à notre pays. La question politique, si vous sortez du gouvernement aujourd'hui, est-ce que vous soutiendrez toujours le vous sortez du gouvernement, ça ne changera rien. Ça ne peut rien changer ici comme